Et bonjour à tous, c'est l'éveil des anciens et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, je suis enfin de retour après de longs mois d'absence puisque la dernière vidéo avait été tournée en janvier, donc début d'année, janvier 2021. Et c'était un live, je crois, sur un jeu de zombies, il me semble. Depuis, malheureusement, je n'ai pas pu vous proposer de contenu. J'ai expliqué les raisons récemment pourquoi dans l'onglet communauté de la chaîne, donc je ne vais pas m'étaler ici dans cette vidéo, c'est pas le but. Donc si ça vous intéresse, vous allez tout simplement dans l'onglet communauté de la chaîne et vous aurez les raisons détaillées brièvement. Donc voilà, donc on va commencer donc cette vidéo, donc on va explorer ensemble le Reikland, donc univers Warhammer, à travers différents chapitres. Alors, dans le premier chapitre, nous parlerons du fonctionnement du Reikland et de sa politique. Dans le deuxième chapitre, nous aborderons le commerce et ses anecdotes. Dans le chapitre 3, nous parlerons des habitants du Reikland, les dieux qu'ils vénèrent, leur occupation dans la vie quotidienne, leur caractère, etc. Et ces trois chapitres seront assez courts, tout simplement. Il serait possible de faire une longue vidéo sur les trois chapitres, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Là, ça va nous servir surtout à brosser un court portrait du Reikland pour aborder le quatrième chapitre, qui est le point central de la vidéo. Donc dans ce chapitre 4, nous allons faire un long voyage à travers les contrées du Reikland. Donc que ce soit les montagnes et les collines, les sombres et sinistres forêts, les rivières, canaux et lacs, mais aussi les marais, qui ont la réputation d'être maudits. Ensuite, on fera un tour du côté des villages, hameaux et des sites sacrés, et enfin on terminera par les sites anciens et les ruines terrifiantes, donc rien que ça. Alors c'est un voyage qui sera, je l'espère, bien tout simplement riche en surprises pour vous et source de découverte. Alors vous avez en bas à gauche de l'écran les chapitres avec les timers de début et de fin, donc ce qui vous permet de naviguer plus facilement dans la vidéo. Et pour ce premier chapitre, on va parler du fonctionnement et de la politique du Reikland. Alors, le Reikland, c'est une des régions de l'Empire, donc c'est un vaste royaume humain dans l'univers de Warhammer. Donc l'Empire est administré par un empereur, et pour être plus précis, l'appellation complète du Reikland, c'est Grande Province du Reikland, parce que l'Empire est divisé en de nombreuses grandes provinces, un total de 11 provinces. Alors, au nord du Reikland se trouve le Middenland, le Talabekland et le Stirland à l'est, et les montagnes grises au sud et à l'ouest, qui forment la frontière naturelle avec la Bretonie et Athel-Lorraine, le royaume des elfes sylvains. Alors, le Reikland est administré par l'empereur Karl Franz, élu en 2502 du calendrier impérial. Il est également comte-électeur, grand prince du Reikland, prince d'Aldorf et comte de la Marche occidentale. Alors l'Empire, c'est un système féodal qui est composé d'une assemblée de nobles, de citoyens, d'ecclésiastiques qui se réunissent à Château Reiksgard, une immense forteresse. Donc on voit qu'à ce système féodal, absolument toutes les couches de la société y sont invitées. Donc Aldorf, capitale de l'Empire, est quant à elle sous le règne direct de l'empereur, et il est soutenu par un régent avec divers conseils consultatifs en cas de besoin. Excusez-moi, je me souvent le visage, j'ai des poils de chat qui arrivent, c'est horrible. Voilà, si vous avez des chats, vous savez pourquoi. Et bon, tout aspiré, ça revient quand même. Alors, quelques exemples brillants de fonctionnement de la société au Reikland lorsque le renversement d'un certain Dieter par Wilhelm au XXVe siècle du calendrier impérial arriva, eh bien les empereurs devinrent également comtes-électeurs du Reikland. Donc alors qu'avant, les comtes-électeurs, donc ceux qui administraient les grandes provinces et l'empereur, bien que les comtes-électeurs suivaient les directives de l'empereur, ils avaient quand même certains droits, et on va dire qu'ils en profitaient un petit peu, quoi. Donc, maintenant que l'empereur est également un comte-électeur, eh bien, on voit apparaître la construction de canaux, de routes et l'amélioration des outils agricoles. Donc les villes franches ont connu également une nette amélioration, telles que Auerswald, Bogenhafen, Kamperbad et Ubersreich, pour ne citer que celle-là. Alors, il y a eu un soutien de la classe sociale marchande, favorisant ainsi l'essor du commerce et l'aspect industriel dans l'Empire. Et toutes ces améliorations ont permis de faire du Reikland une magnifique province parmi toutes les grandes provinces de l'Empire. Donc c'est ce qui explique que les Reiklanders
adorent, donc les Reiklanders qui sont les habitants de cette région, et bien tout simplement adorent leur terre. Et ils le font savoir dans le discours de la Sainte Mère Aberman de Sigmar, donc ce discours qui a été retranscrit par l'humble scribe Mélistus de l'ordre de l'Enclume, en 2510 du calendrier impérial, eh bien elle explique à l'empereur lui-même que n'être Reiklander, c'est être béni par Sigmar en personne. Donc c'est pour vous dire l'attachement que les Reiklanders ont envers leur terre. Et ces terres, on va voir qu'elles sont très importantes pour l'économie, mais pas que, dans le chapitre 2, commerce et anecdotes. Alors, au Reikland, on trouve différents types d'exportations. Les principales sont le vin, le fromage, les textiles, les métaux dits précieux et le minerai de fer. Alors, cela s'explique par le fait que si vous vous rendez au nord comme au sud de la province, eh bien vous verrez de vastes terres agricoles qui sont très fertiles et de grands vignobles. Le Reikland dispose également de ses propres industries laitières, donc le vin et le fromage produits lorsque excédent il y a deviennent disponibles pour l'exportation. Alors pour tout ce qui concerne l'or, le fer, le marbre et les pierres précieuses, eh bien il faut se tourner vers les montagnes et les mines qui sont creusées dans leurs flancs. Alors il serait possible de citer toutes les villes et villages du Reikland, mais la liste est tout simplement énorme. Et elle nécessiterait une vidéo entière sur le sujet. Alors pas impossible que je la fasse un jour, parce qu'il y aurait pas mal à dire quand même sur ces villes-là, mais pour citer quelques exemples de villes du Reikland et de leur activité commerciale, par exemple on peut parler des gens de Bronwurt, qui sont connus pour la confection de textiles. À Hartsklein, pardon, c'est pour ça que j'ai bégayé un petit peu au début. Le mot est pas facile à prononcer, Hartsklein, donc les Allemands, ceux qui arrivent facilement. Voilà. D'ailleurs, vous verrez dans les noms de l'Empire, il y a un peu une tendance comme ça, un peu germanique dans les noms des villes, tout simplement. Donc Hartsklein, on s'occupe des poteries. À Walfen, on trouve des fabricants de briques. Ugeldal est connu pour des matières telles que le fer et le cuivre. Messingen pratique l'activité de transport et font du commerce. Outler est un village qui vit principalement de la pêche et du bois d'œuvre. Alors si vous souhaitez vous faire construire un bateau au Reikland, eh bien sachez que les chantiers navals ont d'ailleurs une préférence pour le bois provenant de la forêt du Reikwald. Alors deux raisons à cela, premièrement parce que c'est un bois d'une très bonne qualité, mais deuxièmement parce que la forêt du Reikwald bénéficie d'une sécurité toute relative comparée à d'autres forêts de l'Empire qui sont encore plus dangereuses et moins bien gardées. Donc à ce propos, si vous souhaitez faire du voyage, vous souhaitez voyager dans la région, sachez que la plupart des localités sont situées le long du Reik, afin de faciliter le transport. Donc ce sont les déplacements fluviaux qui sont le mode le plus répandu au sein de l'Empire, donc au niveau du Reikland. Et le Reik d'ailleurs, qui est le gigantesque fleuve qu'on va voir un petit peu plus en détail après, a fait parler de lui en l'année 2211 du calendrier impérial, dans la tristement célèbre affaire la marche des Opingres. Alors on va voir pourquoi ça porte ce nom. Donc ce fut une querelle extrêmement violente entre un comte-électeur et les nains des montagnes grises. Alors l'histoire explique qu'un comte-électeur fit construire une mine sur le territoire des nains. Les nains déclarèrent que la mine leur appartenait de droit, étant donné qu'elle était construite sur leur territoire et que le comte-électeur en question le savait parfaitement. Le comte-électeur refusa de leur céder la mine, et on va voir apparaître alors dans les montagnes grises tout un tas de barrages. Et il faut savoir que les rivières des montagnes grises se jettent dans le Reik, donc alimentant ce dernier. Donc les barrages qui ont été mis en place par les nains des montagnes grises risquaient à la fois de propager une catastrophe, enfin aller causer plutôt une catastrophe écologique et commerciale. Donc le Reik allait inévitablement être asséché, d'où le nom de l'affaire, la marche des Opingres, puisque pingre c'est être radin, dans un langage plus courant. Donc afin d'éviter les conséquences désastreuses, l'Empire fut forcé de reconnaître que la mine appartenait bien aux nains. Les nains retirèrent alors leur barrage et l'eau provenant des montagnes grises s'écoule de nouveau dans le Reik.
Donc depuis cet incident, l'empereur et les comtes électeurs font très attention de ne pas froisser leur relation avec les nains des montagnes grises pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Alors néanmoins, il serait faux de croire que la voie terrestre ne soit pas exploitée dans le Reikland. Une quantité non négligeable de biens voyage par ce biais, et la raison est que la voie terrestre mène à 2 cols importants, donc qui traversent les montagnes grises pour arriver en Bretonie. Ce sont le col de la Hache mordante, qu'on appelle aussi défilé de la Hache, et le second, le col de la Dame grise. Alors fort heureusement, ces cols sont gardés par les forteresses impériales Almgard et Ubersreich, et on va voir qu'il y a 2 raisons à cela, et heureusement que ces forteresses sont présentes. D'une part, elles servent à protéger les marchands et les autres voyageurs contre les pillards, qu'ils soient humains ou non humains, parce qu'il y en a vivant dans les montagnes, et d'autre part, pour surveiller les Bretoniens, donc la Bretonie qui est un autre vaste royaume humain. Car il faut savoir que les relations entre la Bretonie et l'Empire n'ont pas toujours été au beau fixe, ils se sont fait de grandes guerres, donc ces forteresses leur servent aussi à surveiller la Bretonie, mais les torts sont partagés des 2 côtés. Donc c'est seulement lorsque la neige tombe, quand l'hiver est là, que les 2 cols deviennent alors impraticables. En général, on recommande aux voyageurs d'attendre soit la fin de l'hiver et le dégel, soit de trouver tout simplement une autre route. Et nous aussi donc, en attendant le dégel et que la route redevienne praticable, nous allons devoir rester avec les Reiklanders, et il est donc utile de savoir des faits importants sur eux. Donc nous allons aussi en aborder d'autres, vous allez voir, assez drôles, donc ce qui nous conduit au chapitre 3, les habitants du Reikland. Alors, chez les Reiklanders, il faut savoir que de manière générale, tous les dieux sont honorés. Alors certains y sont tolérés, il y a des dieux qui sont complètement interdits, dieux du chaos, etc. Mais certains y sont tolérés, mais de par le fait, sont moins populaires. Au Reikland, on trouve les cultes de Manan, Mor, Myrmidia, Ranald, Ria, Shalia, Tal, Ulrich et Verena. Donc je ne détaille pas ici, ce n'est pas le but de détailler tous les dieux, leurs fonctions, etc. et leur histoire, mais tout simplement voilà les cultes qu'on peut trouver au Reikland. Et bien évidemment, Sigmar, le culte de Sigmar, qu'ils reconnaissent comme divinité tutélaire, car il fut jadis l'un d'entre eux. Alors la tribu des Unberogens de Sigmar devint la plus puissante d'entre toutes, donc historiquement, en fondant l'Empire, et les Reiklanders descendent généralement de cette tribu. Les Reiklanders se voient comme les héritiers naturels de l'Empire comparé aux autres provinces, et estiment bien justement que les autres provinces doivent s'incliner devant leur passage. Alors, évidemment, ça ne passe pas du tout auprès des autres régions, les habitants des autres provinces les considèrent comme des je sais tout, incapables de ne pas mettre leur nez dans les affaires des autres. Alors, dans les points positifs, quand même, on peut citer des qualités de Reiklander. Par exemple, l'amicalité dont ils font preuve de manière générale envers tous les individus. Ils sont ouverts d'esprit et bien plus optimistes que les habitants des autres régions de l'Empire. On peut ajouter également qu'ils sont généreux, bien éduqués de manière générale et qu'ils ne manquent pas d'énergie pour effectuer les différentes tâches. Les Reiklanders ont sans problème adopté le message du dit. On va la refaire. Ça y est, c'est la bouche qui commence à sécher. Les Reiklanders, donc je disais, ont sans problème adopté le message d'unité impériale prôné par Sigmar, car il fut l'un d'entre eux au temps jadis, avant sa fameuse disparition. Et grâce au message de Sigmar, s'ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur nez dans les affaires des autres, le bon côté, contrairement à d'autres provinces de l'Empire, est qu'ils font remarquer souvent d'ailleurs que lorsqu'il y a un incident qu'il se passe dans une autre province que la leur, eh bien ils veulent intervenir pour aider à régler les problèmes dans les provinces voisines. Donc en ce sens, nombre de jeunes nobles du Reikland s'engagent dans l'armée pour y trouver gloire et fortune, et de par leur statut, ils sont pressentis pour devenir de futurs officiers. Alors, au détriment des autres, malheureusement, qui sont... on a le chat qui vient de passer, au détriment des autres, de nature plus modeste qu'eux. Alors, mais il est un fait reconnu que, quelle que soit leur ascendance sociale, les Reiklanders répondent toujours présents lors d'un appel à prendre les armes, pour défendre l'Empire tout entier, et ce, quelle que soit la région.
Et cela est dû au fait que le message de Sigmar agit en eux, ils y croient fermement, ils ont la foi dans ce message, et ce message de Sigmar leur explique que prendre les armes permet tout simplement de défendre l'Empire tout entier, les habitants les plus défavorisés quelle que soit la région. Et donc leur bravoure n'est pas à mettre en doute déjà sur ce premier point, car tellement de Reiklanders se sont engagés en masse dans l'Empire, qu'il se pourrait bien qu'il reste quasiment plus personne pour s'occuper en fait tout simplement des activités agricoles dans la région du Reikland. Donc depuis la victoire à Middenheim, les Reiklanders auraient dû rentrer chez eux, mais l'empereur en décida autrement. Il y a eu une grande bataille contre le chaos à cet endroit. Donc il essaya de convaincre les armées du Reikland, donc les Reiklanders, de rester dans l'armée, tout simplement, parce que s'ils venaient à cesser le combat, le chaos, tôt ou tard, reviendrait ravager les terres qu'ils aiment tant. Mais ce n'est pas actuellement le seul conflit en cours, puisque chez certains Reiklanders qui ont envie de prendre les armes de nouveau, cette fois pour une raison complètement autre, l'idée d'acquérir encore plus de territoires datant des premiers temps de l'Empire a survécu également, donc ce qui rajoute de l'agitation qui ne serait pas forcément nécessaire. Donc ces expansionnistes, agitateurs reconnus que l'on trouve à Ubersreich et Altdorf principalement, font pression sur le gouvernement, afin d'obtenir l'aval d'une guerre contre la Bretonie, et pour reprendre ce qu'on appelle la marche occidentale, car le royaume de la Bretonie est situé à l'ouest de l'Empire. Donc ils appuient justement pour que l'Empire prenne cette décision, ce qui leur ferait encore un ennemi de plus, alors que la Bretonie lutte également contre le chaos et divers autres créatures comme ça un peu démoniaques. Même beaucoup démoniaques, puisque ce sont les démons et le chaos. Alors, pour clore le sujet concernant les conflits, il y a une autre querelle cette fois, mais qui n'est pas une querelle d'armes, mais une querelle économique, et concernant les guildes marchandes. Alors, les guildes marchandes souhaitent que l'empereur renforce son influence face aux comtes électeurs. Ils justifient leur demande par la nécessité d'obtenir une égalité des lois commerciales dans l'Empire. C'est-à-dire que selon les grandes provinces du Reikland, les lois commerciales, les taxes par exemple, ne sont pas pareilles partout. Donc certains marchands sont défavorisés, certains individus sont défavorisés quand ils vont d'une région à une autre et ils pestent contre les taxes qui sont inégales, voire exorbitantes à certains endroits. Donc en outre, ils demandent également pour des raisons de neutralité que tout ceci soit supervisé par des fonctionnaires impériaux. Donc vous vous doutez bien que les comtes électeurs qui administrent les taxes dans les grandes provinces sont opposés au projet comme quoi on ne se refait pas. Quand on est riche, on veut être encore plus riche. Du moins, c'est comme ça pour beaucoup d'individus. Quitte à être justement dans des choses pas très... à maintenir les autres dans la pauvreté malheureusement. Alors on va parler maintenant d'un sujet complètement différent concernant les habitants du Reikland, mais attention, sujet tout de même qui peut être très sérieux chez certains, il s'agit de la mode. Et oui, et sachez qu'au Reikland, la mode joue un rôle très important. Donc dans la vie sociale. Donc de manière compréhensible pour la classe paysanne, la vie sociale paysanne et les tâches difficiles qui sont les leurs font qu'ils se moquent de telles frivolités, ils n'ont pas le temps à cause de leur travail difficile, et du peu d'argent dont ils disposent. Excusez-moi. Alors, mais si on s'intéresse déjà à la classe dite moyenne, porter les manches, les chaussures et les couleurs adéquates revêt pour eux une très grande importance. La noblesse, ce sont eux qui vont définir en général la mode pour une saison, tandis que les marchands tout genre et autres commerçants malpropres, comme ils les appellent, savent pertinemment qu'ils essaieront de copier leur style vestimentaire à une allure phénoménale. Donc on peut observer des styles bretoniens, dits nouveaux rustiques, et encore très récemment dans la région, on a vu le retour des vêtements militaristes. À cela s'ajoutent manches fendues, braillettes élaborées et breloques qui restent appréciées de manière générale. Et il faut dire que la présence de la cour impériale à ces mondanités n'a fait qu'accroître cette tendance. Alors évidemment, les Reiklanders n'ont pas échappé aux railleries de leurs camarades, des autres provinces, notamment, trouvant étrange que les hommes du Reikland s'intéressent autant à la mode. Ils se sont alors retrouvés affublés d'adjectifs tels que efféminés et de bien mou du genou.
Et il ne fallait malheureusement qu'un pas de plus pour que d'autres réputations prennent place. Là non plus, l'imagination n'a pas manqué. Car on raconte que les hommes du Reikland ont une réputation de coureurs de jupons, et une tendance à convoiter un peu trop la femme des autres. Malheureusement, plus d'un homme du Talabek a retrouvé sa femme dans le lit d'un Reiklander. Voilà. Donc voilà pourquoi, d'où vient cette légende, mais qui n'en est pas une. Pour les femmes du Reikland, elles sont renommées pour leur beauté, c'est tout à fait vrai, mais hélas, leur insupportable vanité n'est jamais loin non plus, ce qui a le don d'agacer la plupart des individus. Alors une autre qualité, cette fois pour partir dans le plus léger, une autre qualité des Reiklanders, est leur sens de la fête légendaire. Dès qu'une raison plus ou moins valable est propice pour lever le coude, eh bien ce ne sont pas les derniers, ce qui leur a valu d'être affublés d'un certain stéréotype de poivreau enrubanné. Donc voilà. Donc mais faites attention tout de même, le jour où vous vous rendez au Reikland, buvez le vin Reiklander avec modération. Alors, petite anecdote intéressante qui permettra dans vos aventures de reconnaître des tavernes mal entretenues, il y a un détail qui ne trompe pas. Donc on trouve de petits insectes appelés mouches du Reik qui infestent les endroits malfamés. Donc leur odorat leur permet de détecter la moindre trace de bière éventée à des centaines de mètres à la ronde. Donc si vous voyez en général ce genre de mouches du Reik dans les tavernes, c'est que la propreté de l'établissement sera douteuse. Alors qui dit région, grande province du Reikland, dit également expression locale. Et on va voir qu'il y en a d'assez drôles. Par exemple, si vous aimez poser des questions sans cesse et que votre interlocuteur vous répond « Le Reik est puissant et profond », eh bien cela veut dire qu'il vaut mieux arrêter de poser des questions. Donc soit vous êtes en train de saouler votre interlocuteur, soit simplement vous mêlez de sujets qui ne vous regardent pas. Alors si vous entendez à votre égard les mots « cochon »,« cochonnet », ou petit cochon, eh bien il ne faut pas le prendre mal, pour eux c'est un peu une expression affectueuse, un peu comme cher ami si vous préférez. Voilà, c'est un peu comme... c'est quelque chose de vraiment amical, quoi. Un mon vieux, un petit peu, voilà, vieille branche, tous ces trucs un peu vieux, voilà, c'est un peu ce genre-là. Alors une des expressions les plus surprenantes que l'on peut trouver au Reikland, qu'on me fouette et qu'on m'appelle mon cochon, qui signifie en fait ça par exemple. Alors la première fois qu'on l'entend, on se demande un petit peu, on se pose de drôles de questions sur la suite des événements. Voilà. Et enfin, une expression tout à fait sérieuse pour les Reiklanders, le fuseau de Dirat. Alors les Reiklanders signifient par là le destin. Ils pensent que Dirat tresse le cordon ombilical à la naissance de l'individu et le donne à Mor, donc qui est le dieu et roi du monde souterrain, ça s'écrit M-O-2-R, donc qui va alors, par le biais du fuseau, tout simplement attirer les mortels dans son royaume quand leur heure est arrivée. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'ensemble des habitants du Reikland, et maintenant, si vous le voulez bien, on va parler du paysage du Reikland sur lequel il y a énormément à dire, point central, ce 4e chapitre, plus gros chapitre de toute la vidéo. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, énormément de lieux intéressants, mais la paix et la sécurité ne sont que toutes relatives. Le danger et la mort rôdent à chaque instant, et il vaut mieux se renseigner avant de se rendre dans certains endroits. Voilà donc le chapitre 4, Voyage dans les contrées du Reikland. Alors vaste sujet que d'aborder les nombreuses étendues du Reikland, et pour commencer on va parler des montagnes et collines que l'on peut y trouver. Alors, les montagnes et collines, elles sont composées de forêts vallonnées, de falaises et crêtes, de royaumes accidentés, de châteaux en ruine datant d'une époque lointaine. Voilà comment est-ce qu'on pourrait résumer les montagnes et collines du Reikland. Donc les montagnes grises, immenses chaînes de montagnes, donc célèbres dans le Reikland puisqu'elles occupent une grande partie du Reikland, seront parfaites pour introduire ce vaste chapitre. Alors, la situation des montagnes grises a beaucoup changé en fonction des événements qui s'y sont déroulés. Par exemple, il fut une époque où les montagnes grises, eh bien c'était les nains qui régnaient en maître dessus, mais cette époque est désormais révolue, on va voir pourquoi. Donc maintenant il ne reste qu'une poignée de clans nains qui continuent inlassablement de défendre leur forteresse immémoriale, Karak Asgaraz et Karak Ziflin qui sont les deux plus imposantes. Alors, les nains ont perdu le contrôle sur les montagnes grises, et les montagnes grises sont très dangereuses pour des raisons très simples. Nombreux furent les combats contre les gobelins,
les orques, les trolls des montagnes et les scavens. Donc l'ensemble de l'intérieur des montagnes grises et des tunnels en sont infestés tout simplement. Donc il serait illusoire de croire que le danger, par contre, éloigne le commun des mortels. Au contraire, il n'est pas rare que des personnes dans le besoin, dans un ultime espoir de faire fortune, ou que des pillards essaient de se rendre dans les galeries pour essayer de trouver les trésors que renfermeraient les forteresses naines abandonnées. Et la quasi-totalité d'entre eux, eh bien, tout simplement, reviennent les mains vides, donc échappant de justesse à la mort, mais ceux qui sont moins chanceux ne trouvent que la mort comme seule récompense de leur folle entreprise. Donc, le Reikland, par contre, lui, s'intéresse aux montagnes grises pour en extraire différents minéraux. Et pour se protéger des créatures dans les parages, ils construisirent des tours de guet pour avoir une vue d'ensemble sur les montagnes grises. Donc qui sont une immense chaîne de montagnes, rappelons-le, qui s'étend du Wasteland jusqu'au sud-ouest du Visenland. Donc chacune de ces tours est entourée par les décombres d'anciens édifices, donc ce qui permet aussi de gêner la progression des créatures qui essaieraient de s'attaquer aux tours de guet. Alors, comme nous l'avons dit plus tôt, pour ceux et celles qui voudraient faire le voyage entre le Reikland et la Bretonnie, il existe tout simplement 2 passes. Le défilé de la hache, donc très bien défendu et gardé par les forteresses de Helmgard et Montfort. Et la seconde passe, la Dame Grise, donc qui mène d'Ubersreich à Paravent. Alors, pour passer par ces cols, eh bien, il faut payer des taxes. Et les plus démunis, qui ne pourront pas s'acquitter de ces taxes, préféreront faire appel à des contrebandiers ou à des guides des montagnes. Et les alternatives proposées alors sont le couloir tordu et le pas de Durak. Donc 2 endroits très dangereux qu'il vaut mieux éviter si possible. Le lieu suivant dont on va parler, plus mystérieux, a aussi sa part de légende, il s'agit des Hagerkribs. Alors les Hagerkribs, ce sont des collines enveloppées de brume qui s'étendent de la principauté d'Aldorf, située au nord, jusqu'au Freiburg d'Ubersreich au sud. Alors aucun chemin véritable, c'est l'accent qui est parti, aucun chemin véritable ne traverse la région, car elle est si densément boisée que le temps d'enlever les arbres et de creuser une route prendrait un temps considérable. Donc les bergers connaissent bien l'endroit, car ils y font paître leurs moutons, et les antiquaires le connaissent également, et ils affirment que les individus, les Hagerkribs, attirent des individus peu recommandables. On trouve notamment des pilleurs de tombes, ou des aventuriers, en quête des sépultures des Unberogens, donc les membres de la tribu de Sigmar datant d'avant la fondation de l'Empire. Alors, d'anciens cairns viennent tout simplement confirmer ce fait, donc que les Unberogens auraient pu passer dans cette région, et certains prêtent même aux Hagerkribs le fait d'être hantés. Et donc en général, rares sont les individus qui ont envie de s'aventurer dans les Hagerkribs, on va dire dans la profondeur de ces forêts. Certains témoignages racontent que lorsque le brouillard s'élève des tumulus, eh bien on peut entendre le gémissement des morts. Alors bon, de tels propos par la population locale sont généralement rejetés en bloc, considérant que ces propos ne sont que les propos de bergers qui auraient un peu trop picolé. Mais une autre alternative raconte que ce serait plutôt d'anciens rois morts-vivants qui seraient avides de boire le sang des vivants. Donc finalement, ce qui n'est pas tellement mieux, et finalement les 2 versions se rejoignent un petit peu. Même beaucoup, entre les cris hantés des morts et puis les morts-vivants, on se doute que finalement ça doit être la bonne réponse. Alors en tout cas, les seigneurs des Hagerkribs, eux, ne croient pas du tout à ces histoires de morts-vivants et de revenants. Ce qui les intéresse, c'est que les mines soient creusées dans les collines pour y dénicher des minerais rares et certains plus communs. Donc ce qui permet de rapporter quand même une richesse considérable à la région. Alors cela n'empêche pas pour autant que des faits troublants apparaissent. La plupart des mines, même si eux, les seigneurs des Hagerkribs, ne croient pas à de telles histoires, il y a quand même des faits troublants qui sont là et qui mettent le doute. Tout simplement, la plupart des mines n'aboutissent pas parce que les mineurs disparaissent sans laisser de traces et on ne sait pas pourquoi. Alors on va parler maintenant des collines de Skag. Comme les Hagerkribs, les collines de Skag ont le point commun de faire partie des régions qui n'ont presque pas été touchées par la main de l'homme, donc restant à l'état sauvage. Les collines de Skag s'étendent sur le côté ouest de la Bogen, donc longeant la rive sud du Reich pour prendre ombrage sous les arbres du duché de Gorland.
Alors il se trouve qu'une unique route permet de marcher sur les pentes les plus douces, donc partant de Trosreuth au sud, dans l'ombre du château Grauenberg, oui c'est ça, jusqu'à Holthusen. Le reste n'étant que sentiers de chèvres plus ou moins dangereux, donc il faut connaître la région. Autrefois, on trouvait en ces lieux de riches gisements d'argent et de fer, ce qui donna donc la construction d'une multitude de petites mines dans les environs et dans les flancs des collines. Mais les mines désormais aujourd'hui épuisées, finalement, sont abandonnées, et on trouve également une foule de colonies abandonnées suite à ça, donc habitations et autres bâtiments qui servaient autrefois aux mineurs. Désormais, les gens qui vivent dans les parages n'approchent plus du tout des collines, car des personnes de mauvaise réputation comme des bandits et des autres êtres encore plus dangereux y ont élu domicile. On va maintenant parler du Vaubergland. Alors le Vaubergland est connu pour ses nombreuses exploitations viticoles, produisant du vin en masse. Les fermes, villages, villes et vignobles de la région ont été qualifiés de jardins de Ranald. Alors on va expliquer qu'est-ce que sont les jardins de Ranald. Ranald, tout simplement, c'est une divinité du peuple, donc qui porte chance. C'est également le saint patron des voleurs, mais de manière générale, il signifie l'opulence et l'abondance, donc d'où le terme de jardin de Ranald. Alors, ces provinces qui organisent la production sont situées vers le sud-est de la région, autour de Born, Ubersreich, Stimmingen et Dunkelberg. Leur région vallonnée est populaire pour les vallées fertiles et les prairies verdoyantes dont elle dispose, c'est donc l'attirance principale que les gens ont pour cette région. Par contre, l'ouest du Vaubergland, en revanche, subit souvent des attaques d'orques et de gobelins, qui descendent des montagnes grises. C'est ce fait qui a rendu la région populaire pour cette seconde grande raison, lorsque les dites créatures arrivent. Tout simplement, les chasseurs des baronnies et duchés locaux, ainsi que les historiens naturels du zoo impérial, essaient de capturer des spécimens d'orques et de gobelins vivants, pour les ramener, les étudier, voire, je sais pas, les empailler pour la suite peut-être aussi, mais voilà. Pour voyager donc dans l'ouest du Vaubergland, il faut en tout cas un très bon guide et il faut de solides compagnons d'armes. On va parler maintenant du Drakkenberg, qui lui aussi a une sombre réputation. Le Drakkenberg, c'est un pic sinistre et tordu qui s'élève au centre du Vaubergland. Donc là, plus rien à voir avec les jardins de Ranald et les côtés viticoles et verdoyants. Le Drakkenberg est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc il contraste étrangement avec la magnifique et scintillante rivière Bogen qui se trouve à la base du pic. Donc c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Le bas, une très belle rivière, et plus on monte, plus ça devient ténébreux et sombre. Alors une superstition locale veut qu'à chaque fois qu'il se passe quelques problèmes, les habitants de Weebourg, donc une ville très proche du Drakkenberg, regardent en direction de la montagne et exécutent le signe de Sigmar pour empêcher le mal de s'approcher. Alors si la montagne du Drakkenberg a une aussi mauvaise réputation, c'est parce que son nom, une fois traduit approximativement, donne le pic du dragon. Et c'est dû à un fait historique. Autrefois, un immense et redouté dragon rouge du nom de Calder, que l'on surnommait la Faux de Feu, donc avait fait des grottes situées près du pic, son repère. Il a détruit et chassé dans le Vaubergland pendant de nombreuses générations. Mais le dragon n'a pas été aperçu depuis plus d'un siècle. Et les habitants ne savent pas si le dragon s'est rendormi sous la montagne et s'il risque de se réveiller un jour, ou si tout simplement il est parti à tout jamais pour d'autres contrées. Alors à cette mauvaise réputation, également s'ajoute le fait que la montagne du Drakkenberg a été pendant longtemps le repère de terribles créatures. Par exemple, on peut citer les basiliques, les vouivres et les manticores. Alors cela n'a pas pour autant dissuadé là encore les aventuriers qui tentent de se hisser sur les flancs escarpés à la recherche de trésors qui seraient soi-disant encore présents dans les flancs de la montagne, mais le Drakkenberg est extrêmement difficile d'ascension et de nombreux individus périssent avant même d'avoir pu entrer dans les grottes du Drakkenberg, ils périssent pendant l'ascension du pic. Alors, voilà pour les montagnes et collines du Reikland, on a parlé donc globalement des principales et des plus grandes. On va parler maintenant des sombres et sinistres forêts du Reikland.
Alors certains individus pensent que les forêts du Reikland font partie des forêts les plus sûres de l'Empire. Eh bien éloignez-vous ne serait-ce qu'un tout petit peu des rivières et des routes fréquentées et vous verrez que le terme de sécurité aura une signification toute relative. Tout simplement parce que les forêts du Reikland, ce sont des kilomètres et des kilomètres d'arbres gigantesques. On trouve du chêne, du pin, de l'orme et de l'hêtre. Et donc au fond de ces bois se dissimulent donc des individus, on va le voir, des individus peu recommandables et des dangers mortels. Et il faut savoir que plus vous vous enfoncerez dans la forêt, plus le danger sera grand. Donc concernant les sinistres et sombres forêts, pour commencer le sujet, on va parler de la forêt du Reikwald. En fait, la forêt de Reikwald est immense, puisqu'elle couvre quasiment, l'englobe même l'ensemble du Reikland. Et la vie sous les arbres d'un lieu aussi vaste n'est pas sans danger. Nombre de voyageurs préfèrent à ce propos d'ailleurs emprunter les voies fluviales, plutôt que de voyager le long des sinistres routes. Et la raison en est fort simple. Tout simplement, c'est le repère de parias et d'individus peu recommandables dans la forêt de Reikwald qu'on trouve absolument de partout. Donc en somme, c'est un véritable coupe-gorge. La route, elle est surveillée par des patrouilleurs routiers, mais leur nombre étant trop faible, et la Reikwald gigantesque, les activités dangereuses et les meurtres ne peuvent pas être tous empêchés, loin de là. Donc ce qui fait qu'en voyageant sur les routes de la Reikwald, on peut voir nombre de diligences renversées et de coffres pillés, et les cadavres ne sont jamais loin de telles scènes. D'autres dangers rôdent également, encore plus dangereux que les pillards, les hommes-bêtes, donc qui établissent leur campement dans des ruines abandonnées, détruites lors des guerres passées. Alors les armées pourtant du Reikland purgent régulièrement ce genre d'endroits, mais criminels comme hommes-bêtes reviennent inlassablement dans les parages. Alors vous reconnaîtrez la forêt du Reikwald à ses caractéristiques. Il y a souvent d'épaisses brumes le long des rives marécageuses du fleuve Reik, et la canopée de la forêt n'est pas assez épaisse pour empêcher les rayons du soleil de passer. Donc voilà deux caractéristiques qui peuvent reconnaître qu'on se trouve dans la forêt de Reikwald. Alors il y a certaines histoires qui racontent que les Unberogens, la tribu humaine datant d'avant de l'époque la fondation de l'Empire, donc arpentaient les environs brumeux de Reikwald, aux côtés d'autres tribus dont on a complètement perdu le nom. Alors c'est du moins ce qu'en pensent les érudits, mais on a également l'avis de communautés qui vivent complètement isolées des routes, donc près de ces endroits en question dans la Reikwald, et ils pensent que ces sites d'avant l'arrivée de Sigmar sont sacrés. D'ailleurs, les intellectuels du collège de magie racontent que des textes anciens, ce qui permet de recouper avec ce que disent les autochtones donc vivant sur place, les intellectuels du collège de magie racontent que des textes anciens mentionnent de terribles et sombres batailles qui eurent lieu pour se disputer le site des mégalithes de pierre. Donc ils auraient un intérêt autant pour le chaos, peut-être pour d'autres créatures, qu'il fallait les protéger par les anciennes tribus humaines. Donc ce qui est certain, c'est qu'on a retrouvé des menhirs disposés en cercles concentriques, et on les appelle des ogams, que les érudits datent là aussi de cette époque ancestrale. Alors au passage, si vous voulez voir d'ailleurs, les ogams existent réellement. C'est une forme très ancienne, un petit peu comme les runes que l'on retrouve à différents endroits du monde. Donc n'hésitez pas à aller sur internet, si ça vous intéresse, vous tapez ogam, ça s'écrit O-G-H-A-M, et vous allez pouvoir vous renseigner sur le sujet. Alors pour en revenir à Warhammer, donc ces menhirs disposés en cercle concentrique sont extrêmement difficiles à trouver, car ils sont maintenant recouverts de mousse et de végétation, donc ce qui attesterait aussi dans la direction de leur ancienneté. Alors de riches magistères financent des expéditions partant à la recherche des mégalithes perdus afin d'apprendre leurs secrets. Donc seuls certains guides savent où les trouver. Si donc le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire, il faudra vous trouver un guide. Mais il faudra aussi savoir quoi faire si vous allez à la rencontre des bois de pin sanglants. Si vous souhaitez vous y aventurer, prudence, car au sud d'Aldorf se trouve une émergence d'une forêt de pins. Alors avant tout, le nom du bois de pin sanglant vient du fait que la couleur du bois est d'un bordeaux profond. Donc c'est un bois extrêmement recherché pour sa qualité, car il permet aux artisans d'Aldorf de produire du mobilier raffiné que l'on trouve sur les marchés dits haut de gamme, par exemple Marienburg et Nuln.
Alors, certaines personnes vous diraient aussi que ce type de bois n'a jamais bien aussi porté son nom, depuis que les bois sont infestés de dangereuses créatures, comme les gobelins des forêts de la tribu des griffes d'araignées. Et le nom de cette tribu de gobelins provient du fait qu'ils réussirent à dompter des araignées géantes rapides et qu'ils sèment désormais la terreur sur leur dos de leur effrayante monture. Nombre de bûcherons téméraires se sont aventurés dans les bois de pin sanglant, mais ils n'ont jamais été retrouvés vivants, certainement dévorés. Un cri terrible se fait entendre juste avant la mort, et lorsque ce cri retentit, les oiseaux cachés dans les arbres s'envolent comme pour échapper à une vision horrible. Et un silence pesant se fait alors ressentir. Donc comme vous pouvez vous en douter, toute cette situation a provoqué une réaction de la part des artisans, car si plus personne ne peut aller dans le bois de pin sanglant et retirer et en extraire le bois qui s'y trouve, il y a donc une pénurie. Ils ont donc engagé des mercenaires et aventuriers pour oxyre les créatures qui occupent le bois, préférant régler le problème rapidement et sacrifiant quelques vies au passage, plutôt que de payer un peu plus cher pour se procurer des matériaux pour faire un nouveau lit ou une commode. Alors, si vous ne souhaitez pas finir également dans un cercueil prématurément, on va parler du Grissenwald. Alors, s'il y a bien un endroit que je vous conseille d'éviter, c'est la forêt de Grissenwald. On trouve cette forêt vers l'extrémité sud-est de la forêt du Reichwald, et la forêt du Grissenwald pourrait se résumer comme ceci: ça grouille de sorcières, de tribus mutantes et d'hommes bêtes, que du beau monde. Alors la flore est d'ailleurs inexistante, c'est que des arbres morts, on trouve seulement une dense forêt d'arbres déformés, et qui rajoute un air sinistre à la région. Les bûcherons qui habitent les environs donc vont toujours en groupe quand il s'agit de couper un peu de bois, et dès que la nuit commence à tomber, eh bien tout simplement ils rentrent chez eux, pour ne pas rester à proximité de la forêt, qui devient dangereuse une fois la nuit tombée. Et d'ailleurs, si vous passez à proximité de cette forêt, vous verrez afficher sur les arbres, si le vent ne les a pas arrachés, des annonces de recherche pour retrouver famille et amis qui se sont égarés dans les profondeurs de cette sombre forêt. Mais malheureusement, peu de chances d'être retrouvés. Alors, on va laisser derrière nous maintenant les montagnes et forêts pour parler des rivières, canaux et des lacs. Alors, de nombreux commerçants utilisent un gigantesque réseau fluvial, donc à travers tout l'Empire, qui leur permet de trouver l'itinéraire le plus adapté à leur voyage. La plupart du temps, il faut le dire, c'est Altdorf, la capitale de l'Empire, qui en est la destination finale. Partant d'Altdorf, les denrées vont être distribuées et acheminées à travers tout l'Empire. Et quoi de mieux que de commencer le sujet rivière, canaux et lacs par le fleuve le plus important qui permet cela, le Reich. Alors concernant le littoral, eh bien il n'y en a pas au Reichland, mais il se trouve le Reich. C'est un immense fleuve, le plus grand fleuve du Vieux Monde d'ailleurs, car toute la moitié des eaux douces du Vieux Monde s'écoule sur sa longueur. Donc il draine également les affluents des royaumes au-delà de l'Empire. Alors le Reich a été pris comme référence pour établir les différentes frontières entre l'Est et le Nord du Reichland. Donc ce qui vous donne déjà, ce n'est qu'une infime partie, pourtant il permet de délimiter des frontières. Alors que pourtant d'habitude on se sert plus, je veux dire, de chaînes de montagne ou d'autres choses en général pour délimiter des frontières. Là pas du tout, c'est le fleuve tellement il est énorme, quoi. Donc pour vous donner une idée de combien est large et profond le Reich, eh bien sachez qu'il peut contenir une immense flotte de guerre. Le Reich est si large et qu'il est souvent, la plupart du temps, donc comparé tout simplement à un lac plutôt qu'à un fleuve. Donc il est si large et si profond que si des ingénieurs voudraient construire des ponts en utilisant une ingénierie standard, eh bien cela ne marcherait pas, le pont s'effondrerait tout simplement. Alors, lorsque le gigantesque fleuve arrive près d'Altdorf pour rencontrer celui des eaux plus sombres du Talabek, eh bien les deux fleuves se divisent et vont former un réseau de canaux. Alors sur ces fleuves beaucoup plus petits fut rendu possible cette fois la création de ponts partant d'Altdorf dans toutes les directions. Et ces ponts permirent d'asseoir la domination de la capitale du Reichland, Altdorf, donc sur la région, autant sur l'aspect économique que militaire. Et donc ces ponts, qui enjambent les centaines de kilomètres du Reich, sont la seule manière de le parcourir à pied.
Les bateaux marchands, eux, vont naviguer sur ces eaux pour apporter les marchandises d'un bout à l'autre de l'Empire. Et les navires de guerre de la marine impériale, immenses navires donc qui peuvent compter jusqu'à 1 millier d'hommes dans leur équipage, sont construits à même le Reich. Il y a largement la place. Donc voilà, donc ces mêmes bateaux, une fois achevés, patrouilleront sur le Reich. Donc pour rejoindre l'océan, ils devront suivre la carte du réseau fluvial du Reich. Donc si par exemple un bateau est construit depuis Altdorf sur le Reich, il devra se rendre à Karoburg, en passant par Schilderheim, puis enfin atteindre Marienburg, pour se jeter dans la mer des Griffes et rejoindre le Grand Océan. Mais avant de rejoindre le Grand Océan, il nous faut passer par la Bogen. Alors la Bogen, c'est une rivière très calme, et son eau est douce et claire. Les habitants de Bogenhafen expliquent que c'est grâce à Bogenauer, la divinité de leur ville, que Bogenhafen connaît la prospérité et l'abondance. Donc sa source provient des pics glacés les plus élevés et des montagnes grises. La Bogen, lorsqu'elle traverse les collines du Vaubergland, se réchauffe, ce qui provoque d'épais brouillards le long de ses rives. Et la majeure partie de la nuit, des écharpes, on peut voir donc des écharpes de brume mouvantes qui caressent la rivière jusqu'à s'étendre sur les villes et villages voisins. La brume, elle est si dense qu'elle permet justement aux voleurs et aux contrebandiers de l'utiliser pour se camoufler et d'échapper à la surveillance des tours de guet et des patrouilles impériales. Ensuite, on trouve le canal Grünberg. Alors ce canal a été ajouté récemment, il faut le savoir, au réseau des voies navigables du Reichsland, et le précédent empereur Luitpold devait payer une dot importante au baron de Grünberg. Donc c'est ainsi que finalement le canal, en fait, il a payé la dot avec le canal, tout simplement, qui fut construit en 25 061 du calendrier impérial. Alors le canal permet d'éviter les eaux peu profondes et dangereuses des marais Riker. C'est le lieu d'un passage d'une grande partie du trafic fluvial entre la rivière Teufel et Altdorf. Et toutes les personnes désirant passer par le canal doivent passer par un péage protégé par de vastes murs. Alors les voyageurs, là encore une fois, doivent s'acquitter d'une taxe qui augmente ou diminue en fonction de la longueur de leur navire. Donc évidemment, plus le navire est grand, plus la taxe est élevée, puisque ça représente votre richesse, plus vous avez un grand bateau, plus vous avez un petit bateau, la taxe est diminuée. Donc ce qui est quand même plutôt bien fait. Ça serait plutôt dommage que ça soit l'inverse. Donc les files d'attente dans ce canal peuvent atteindre facilement quelques heures. Donc en général, armez-vous de patience si vous décidez de passer par ce canal. Et vers l'extrémité nord du canal, aux alentours de Priedz, on trouve une maison d'éclusier qui sert aux 12 patrouilleurs routiers de caserne et d'écurie. Alors les patrouilleurs sont payés pour inspecter le chemin du canal et aider les embarcations qui auraient besoin d'aide. Alors, autant qu'on se le dise tout de suite par contre, cette aide, elle va être proposée donc justement sous la forme d'une rémunération. Il va falloir payer les gardes, donc qui vont faire bénéficier de la protection aux voyageurs, et cette protection, si elle n'est pas payée, eh bien les bateaux seront inévitablement la cible des attaques de bandits. Et c'est la même chose pour le Teufel. Le Teufel, on le reconnaît facilement à ses eaux d'une couleur rougeâtre, donc à cause des dépôts de fer contenus dans la boue et le limon, et le Teufel provient également des montagnes et il s'écoule en direction d'Ubersreich. Pardon. Donc, les compteurs également, hein, alors la couleur rougeâtre, on a dit que c'était à cause des dépôts de fer, mais les compteurs également racontent à qui veut bien l'entendre que si le Teufel a cette couleur rougeâtre, eh bien c'est à cause des guerres interminables entre les gobelins et les nains des montagnes grises. Donc là, c'est plus dû à la légende qu'à du factuel. Mais voilà, c'est quand même intéressant de le savoir. Alors au printemps, la rivière connaît de fréquentes inondations et les eaux de la région environnante deviennent boueuses. Donc à cause des nombreuses crues et précipitations en ce moment de l'année. Les habitations de la région et les auberges ont d'ailleurs été surélevées, donc afin de pallier à ce problème. Mais un autre problème de taille sont encore là, c'est pour ça que je disais également, comme le Teufel, un autre problème de taille, ce sont les nombreux bandits qui rôdent le long du Teufel. Donc ne soyez pas étonnés si les patrouilleurs routiers vous demandent quelles sont vos activités dans la région et ce que vous y faites, car ils n'aiment pas trop voir les étrangers qui s'attardent dans le coin tout simplement sans avoir une bonne raison. Alors on va parler maintenant des canaux du Vaubergland.
Constitués donc de 5 canaux reliant les 5 affluents, les canaux du Vaubergland sont une merveille d'ingénierie. C'est le précédent archiduc du Haut-Teufel qui en passa la commande en collaboration avec les maisons marchandes de Nuln et de Marienbourg. Alors, nombre de biens qui voyagent vers le Wissenland passent par les canaux du Vaubergland, car en reliant Nuln à Carroburg, il est possible par ce biais d'éviter les taxes plus qu'exagérées d'Aldorf. Alors malheureusement, un conflit va prendre place là encore, entre les nains de Carac-Asgeraz qui envoyèrent des délégations aux seigneurs du Vaubergland, pour exiger la fermeture immédiate des canaux. Donc il justifie cette demande en expliquant que des traités anciens avaient été passés entre les nains et le Vaubergland il y a des siècles, et que de fait d'avoir construit ces canaux avait rendu caduques donc justement ces contrats, ces accords passés entre eux par un nombre de malfaçons incalculables. Donc de la part de l'Empire, pas des nains. Donc suite à cet incident, les diplômés de l'école des ingénieurs se sont littéralement indignés de la demande des nains, ce qui a encore rajouté du conflit, ripostant tout simplement que les méthodes pour construire les canaux du Vaubergland, telles que les écluses à aubes et les pompes à eau intelligentes, sont la pointe de l'ingénierie humaine actuelle et qu'il n'y avait pas lieu de faire ce genre de problème, mais le conflit est toujours en cours entre les nains et les ingénieurs. Alors, pour en finir avec les canaux, le chapitre des canons va terminer par celui de Westbroek. Alors, mesurant 25 mètres de large, le canal de Westbroek relie la Bogen et le Reich. Dans ses avantages, il permet entre autres d'éviter les taxes de Carroburg au Middenland, ce qui est fort appréciable quand les commerçants font les trajets régulièrement jusqu'à Altdorf. Alors, 2 points positifs. Premier point positif, on paye seulement à l'entrée du canal, donc ce qui est appréciable pour les marchands et autres voyageurs de passage. Et deuxièmement, donc deuxième point positif, il y a de nombreux points d'accostage, on va y arriver, il y a de nombreux points d'accostage et d'endroits où séjourner en cas de besoin. Alors, cependant, tout n'est pas calme, il se passe quand même des choses étranges à Westbroek. Il faut dire que les bateliers qui habitent les environs n'aiment pas trop en discuter avec les étrangers, mais il y a quelques histoires intrigantes qui circulent. Le bruit court notamment que lorsque le canal fut creusé, des ingénieurs nains découvrirent enfouis dans la terre des artefacts pré-Umberogens. Donc ça veut dire qu'ils datent d'une époque antérieure aux tribus qui ont fondé l'Empire et antérieure encore à l'époque de Sigmar. Donc des artefacts ont été trouvés, mais on ne connaît pas bien encore ce qu'ils sont. Par contre, on raconte que depuis que les artefacts ont été déterrés, il se passe de drôles de choses et rien ne va dans la région. Il se pourrait même que le canal soit un portail warp. Donc soit dans un endroit particulier du canal, soit dans sa totalité. Car une des choses les plus étranges et obscures que l'on peut entendre sur ce lieu est que si Morslib, la plus petite lune qu'on peut voir dans le ciel, 2 lunes notamment, mais Morslib c'est la plus petite. Donc si on peut la voir dans le ciel et qu'elle est pleine, eh bien les habitants racontent que le canal, ceux qui ont navigué sur les eaux, le canal permet alors de naviguer vers un autre endroit que le Reich. Mais ça reste un mystère, personne n'est encore allé voir de quoi il en retourne. Alors dans les lieux, et pour continuer justement sur les lieux plus qu'étranges et obscurs, on trouve les marais du Reichland. Alors autant vous dire que les marais sont considérés par beaucoup comme maudits et à juste raison. Ce sont d'inquiétantes tourbières recelant nombre de dangers et de mystères, et les marais du Reichland ne sont pas des endroits où on s'y aventure sans y être préparé. Alors même lorsque les armées Reichlander répugnent en général à rentrer dans de tels endroits, c'est que forcément il y a de bonnes raisons. Alors le marais Grutscher ne fait pas exception. Dans l'esprit des habitants de l'Empire, le marais Grutscher est doublement maudit. Donc pour plusieurs raisons. Premièrement, historiquement au siècle passé, une des plus grosses défaites militaires de l'Empire a eu lieu dans ce marais justement, à l'issue de laquelle le Wasteland a obtenu son indépendance. Donc déjà historiquement, c'est déjà pour eux quelque chose de maudit, ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Deuxièmement, le marais a de mauvaises réputations, car c'est un marais
putrides, survolés par d'étranges oiseaux qui souffrent de maladies bizarres comme on n'a jamais vu ailleurs. Pour couronner le tout, des trolls des rivières y ont élu domicile, infestant les lieux. Alors pendant les années dites de vaches maigres, donc les périodes de pauvreté et de privation, on raconte que les trolls hurlent dans la nuit, qu'ils se glissent dans le Reich, donc dans le fleuve silencieusement, et pour attendre de dévorer les imprudents qui passeraient par là en naviguant sur leurs frêles navires. Les voyageurs rapportent également d'étranges récits à proximité du marais. Ils disent avoir entendu le son de cornes lugubres résonner à travers l'épais brouillard. Mais ce qui est très étrange, c'est que les trolls n'utilisent pas de cornes pour se rallier. Il pourrait donc s'agir de quelque chose encore plus dangereux et de plus sombre. Les vétérans qui ont l'habitude de parcourir le Reich acquiescent, ils sont au courant du fait avant de généralement vite changer de sujet. Donc parce que même les armées Reichlander donc répugnent à entrer dans ce marais en particulier, ce marais Grutscher. Et nettoyer le marais Grutscher est considéré comme une des pires tâches punitives, et même les soldats qui ont de l'expérience y réfléchissent à deux fois lorsqu'on les envoie dans ce marais. Alors il faudra bien réfléchir également si vous entrez dans les marais Riker. Les marais Riker, ils sont situés dans les hauts Riker et les collines Oessessiennes, et nombre de capitaines inexpérimentés se sont échoués dans les eaux traîtresses et peu profondes des marais Riker. Alors en guise de paysage, dans ces marais, on trouve des drapeaux en lambeaux et des panneaux indicateurs couverts de rouille et de vases indiquant les endroits les plus dangereux du marais, mais malgré cela, eh bien, on trouve encore de nos jours de nombreuses embarcations qui ont échoué. Pour éviter de connaître le même sort, il y a une solution, on peut trouver des guides des rivières, connus sous le nom de nautonniers, et contre une somme raisonnable, ils vous aideront à naviguer votre navire dans les marais Riker. Alors en général, on trouve ces nautonniers dans les villes de Predz et Badenborn, et on en trouve également en nombre plus restreint, comme dans la ville de Buxted sur le Teufel. Les 5 derniers kilomètres des marais sont les plus dangereux. D'ailleurs, on lui a même décerné un endroit tellement c'est dangereux, on appelle cet endroit la folie de Léopold, parce que l'ancien empereur Léopold lui-même essaya et échoua un grand nombre de fois à passer sur ces eaux. Donc les capitaines de navires qui sont assez sages, qui ont une sagesse, préfèrent passer par le canal de Grunberg, payer les taxes de péage, plutôt que de risquer leur équipage et toute la cargaison dans ces eaux dangereuses. On va parler maintenant des tourbières d'Uland. Alors entre le Wasteland et le Reichland se situent les tourbières d'Uland, traversées par la rivière Westerfluss, donc qui forment une frontière naturelle entre les deux contrées. Alors les tours de tourbe sont extraites de la tourbière pour être empilées dans de petits villages aux alentours du bourbier, et une fois les blocs séchés, ils seront utilisés pour alimenter les feux de cheminée lors des longues nuits d'hiver. Le surplus, quant à lui, sera généralement vendu aux habitants qui résident le long du Reich. Alors, chose étrange, dans cette tourbière, on trouve de grandes et anciennes pierres sculptées s'élevant hors du sol, donc ce qui nous rappellera un peu nos cercles concentriques qu'on a vus un petit peu plus tôt. Donc ces pierres sculptées s'élèvent hors du sol dans les profondeurs de la tourbière, plus précisément dans le secteur sud-ouest, c'est là où on les trouve. Les adeptes de la déesse Rhia, la déesse de la fertilité, et d'autres adeptes de divinités encore plus anciennes, partent vers ces pierres sculptées, et font de ces pierres sculptées leur lieu de culte pendant les équinoxes uniquement. Par contre, il est un ensemble de pierres qui n'est jamais approché, réputé maudit. Ce sont le cercle des corbe-pierres. Alors celui est toujours dans la pénombre, et donc comme on l'a dit, il a une très mauvaise réputation parce que tout simplement il est un lieu de culte interdit, donc démoniaque, de magie noire, et plus globalement d'être lié à tout ce qui est tout ce qui a trait au chaos en fait, de manière générale. Donc les gens du coin vous déconseilleront, ainsi que moi-même, de vous y rendre, à moins d'avoir un très bon groupe, de vous y rendre à l'approche de fêtes comme Gamestag ou Exenstag. Il raconte que lorsque de tels jours arrivent, les corbeaux se rassemblent aux corbe-pierres et que des choses terriblement dangereuses et sinistres s'élèvent alors de la tourbière pour y semer la mort et la terreur sur les vivants. Donc,
Pour finir, on va parler d'un marais qui n'est pas dans un sombre recoin, mais près cette fois de la capitale Altdorf, puisqu'il s'agit des marais du plateau d'Altdorf. Alors, il faut savoir que ces marais sont traversés par 6 chaussées principales, provenant de terres fertiles. Les plateaux d'Altdorf sont quant à eux d'immenses marécages envahis de joncs et de roseaux, et puis vous recouvrez le tout d'une odeur putride et infecte. Le Reich et le Talabek se séparent en une centaine de canaux autour de la vaste cité d'Altdorf, comme on l'a vu précédemment, donc ce qui a pour résultat de produire quantité de vasières à la couleur sombre et de marais qui s'étendent autant vers le nord que le sud de la capitale. À l'odeur pestilentielle, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, eh bien les tourbières sont infestées de trolls des rivières. Donc de tous ces trolls des rivières, on peut le voir sur la photo, qui ont une apparence absolument horrible. Donc les patrouilleurs fluviaux et abordeurs sont la plupart du temps aperçus naviguant sur les eaux, en train de combattre les monstres des marais. Alors ce qui pour le coup est une aubaine pour les différents bandits et contrebandiers, puisque justement qui cherchent à frauder les taxes et les péages, plus qu'exagérés quand même, de la capitale. Des ponts de pierre, on trouve également des ponts de pierre qui font office sur les 6 chaussées principales, et donc certains furent fabriqués par les nains, au temps jadis, donc ça date de l'ère de Sigmar. Les diligences et les convois marchands qui font route vers Altdorf empruntent souvent ces ponts, c'est pour ça qu'on pourra également observer des patrouilles routiers donc en train de patrouiller le pont tout simplement. Alors vers l'ouest, les canaux sinueux convergent de nouveau vers le fleuve Reich, à une vingtaine de kilomètres, coulant jusque vers les principautés de Karobourg. Alors maintenant, on va quitter donc les marais putrides pour voyager à travers les villages, hameaux et sites sacrés. Alors que l'on peut trouver au Reichland un nombre assez important, mais il est très difficile de dénombrer combien il existe de villages hameaux au sein de l'Empire. Certains ingénieurs en relèvent une centaine, d'autres estiment qu'il y en a encore bien plus, mais comme on ne connaît pas vraiment le nombre exact, on peut donner à peu près qu'une estimation. Les hameaux, donc c'est un petit groupe de maisons, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit groupe de maisons à l'écart d'un village. Donc beaucoup plus petit que les villages forcément. Et les hameaux, dans l'univers dans le royaume de l'Empire, ne disposent pas de temple de Sigmar. On trouve dans ces petits hameaux un nombre incalculable de monastères, d'abbayes, de sanctuaires isolés et autres sites sacrés. Donc perdu dans les montagnes ou isolé dans les bois, à l'abri des regards, peut s'exercer le devoir le plus charitable comme l'acte le plus maléfique dans ces hameaux et villages. Et pour commencer la liste de ces villages et hameaux et de sites sacrés, on va parler de Frederheim. Alors Frederheim a été confié à la supervision du culte de Chalia, mais il faut savoir qu'en premier lieu, ça appartient à l'empereur. Frederheim est situé sur le trajet qui conduit d'Altdorf à Middenheim, mais bien qu'il est situé quand même à l'écart de la route. Et ceci, on va expliquer pourquoi. Donc les habitants, par l'activité de l'agriculture, essayent le plus possible d'aider les sœurs du culte, malgré leurs faibles ressources. Et la raison véritable qui fait que ce village soit à l'écart de la route est tout simplement son hospice, donc pour les personnes âgées, et dont plus personne ne s'occupe, et le sanatorium pour le traitement des malades mentaux. Alors, il faut savoir que les sœurs s'occupent surtout du bien des patients. C'est pour ça qu'elles sont là, les sœurs du culte de Chalia. Et elles ne laisseront personne, je dis bien personne, s'approcher des malades, si cela peut avoir le moindre effet négatif sur leur esprit fragile et tourmenté. Les ressources conjointes donc qu'apportent les villageois et des sœurs font en sorte de limiter le maximum les contacts avec l'extérieur, donc besoins alimentaires de base, etc. Par contre, on trouve d'étranges rumeurs qui circulent sur le sanatorium, car on raconte que les soins prodigués par les sœurs, donc les soins prodigués aux démons, ne sont que la surface de l'iceberg. On prétend que des individus sont retenus contre leur gré à cet endroit, ce sanatorium, alors qu'ils sont tout à fait sains d'esprit. Vérité ou mensonge, personne ne sait, mais beaucoup en tout cas mettent en doute la véracité de telles allégations, parce que on imagine mal les adorateurs de Chalia être impliqués dans de sombres activités. À moins que les sœurs aient changé d'allégeance pour quelque chose de plus sombre, ce qui n'est pas impossible aussi. Puisqu'on sait que on sait que le chaos corrompt et s'invite dans l'esprit des personnes, même qui sont très pieuses, avec certaines divinités ou pas d'ailleurs.
Alors, mais heureusement, il y a encore des lieux saints pour les habitants de l'Empire, justement, qui leur permettent de trouver un peu de répit dans ce monde de chaos et de guerre. Et par exemple, on a le monastère de la Parole Sacrée. Alors, situé au cœur même de la forêt de Regwald, à l'ouest d'Aldorf, ce monastère, il est situé lui aussi à l'écart de toute route praticable. Donc ça veut dire que sentier de chèvre, et puis il va falloir se balader jusqu'à atteindre le monastère. Donc les Sigmarites de l'ordre de l'Enclume occupent les lieux. Ils sont reconnaissables à leur robe de couleur noire et verte. Le rôle des Sigmarites de l'ordre de l'Enclume, il est double. Premièrement, l'ordre veille à ce que les lois du culte de Sigmar soient respectées en tout point, il est hors de question d'y déroger ne serait-ce qu'un temps soit peu, et ainsi que tous les détails afférents à la pratique du culte. Et deuxièmement, le monastère abrite l'objet le plus grand trésor de l'ordre qui est le testament de Sigmar. Ce testament de Sigmar date de l'époque de ceux et celles qui ont connu Sigmar en personne avant l'abdication du dieu et qu'il disparaisse mystérieusement. Le texte est considéré comme relatant précisément les véritables paroles que Sigmar prononce à lui-même, paroles rapporter également les souvenirs que les personnes en ont par les guerriers et les citoyens présents à ce moment-là lorsque Sigmar fit son discours. Donc le testament est l'une des reliques les plus sacrées du Reikland et le monastère de la parole sacrée n'accepte pas les visiteurs à cause de ce fait. Ce n'est pas justement un lieu de recueillement ordinaire, il est pour l'Empire véritablement à cause de ce texte de Sigmar un lieu sacré et consacré. Les visiteurs admis par exemple, sont les pénitents, notamment, qui sont à la recherche de détails sur le culte de Sigmar, et pour cela, ils vont interroger les moines, et les moines, eux, vont regarder dans le texte sacré de Sigmar, en se basant, voilà, en leur apportant des détails uniquement basés sur le texte. Alors, il y a pourtant eu des exceptions. Quant à la question de l'accès du monastère, des nobles et des marchands disposant d'une belle fortune et qui ont démontré leur ferveur par rapport au culte de Sigmar se voient parfois accorder l'autorisation de faire un pèlerinage au monastère. Mais bien qu'ils disposent d'une colossale fortune, ce qui leur ont ouvert les portes du monastère, par contre, les nobles, marchands comme n'importe quel autre individu, ont l'interdiction de toucher au testament sacré, et par conséquent de le lire. Donc le simple fait pour eux, ils s'en fichent, hein, clairement, le simple fait de contempler à distance le précieux texte est pour eux un des plus grands honneurs qui puissent leur être faits. Alors pour continuer sur la valeur d'un objet, pas autant que le testament de Sigmar, mais qui va être quand même une certaine valeur pour certains individus, on va parler de Rotfurt. Donc on trouve nombre de colonies qui bordent le Teufel, on l'a vu, le fameux fleuve, mais pour le Reikland, elles n'ont pas grand intérêt. Autant être clair. Rotfurt n'a pas la même considération. Jugée importante par les érudits, les magiciens de l'Empire, donc qui prononcent le nom du lieu avec déférence et uniquement à voix basse. L'explication à cela, tout simple, rien de bien sorcier dedans, c'est que Rotfurt est un village de bergers. Donc ils produisent de la laine et de la viande de mouton. À partir de cette peau de mouton, on va créer un parchemin de très bonne qualité, et donc ce parchemin de très bonne qualité, mais qui est également très onéreux, il porte un nom spécial, l'argenté de Rotfurt. Les érudits et les magiciens dont décrivent la qualité du parchemin en ces mots, ils disent qu'il absorbe bien l'encre lors de l'écriture, qu'il dispose d'un faible lustre et une résistance supérieure à la décoloration par le temps comparé au parchemin de moindre qualité. Donc les moutons avec leurs belles toisons font la fierté du village, et grâce au prix vendu du parchemin, les habitants de Rotfurt ont pu améliorer leur niveau de vie. Les moutons, quant à eux, se nourrissent de l'herbe abondante, des hauts d'astramates et errent librement à travers la montagne durant la journée. Les bergers font à la fois office de milice, donc il n'y a pas de garde pour défendre tout ça, et les bergers veillent sur le cheptel et le protégeant au péril de leur vie. Alors pourtant, ça n'a pas empêché la disparition de bétail lorsque la nuit tombe. Ce n'est pas systématique, mais ça arrive de temps en temps, et détail curieux, la personne qui est de garde s'endort au moment des faits. Et ce n'est pas juste une personne, mais bien plusieurs personnes différentes quand ils prennent leur tour de garde. On s'interroge donc, est-ce une fatigue naturelle ou due à un sortilège? Qui sait? En tout cas, lorsque le garde se réveille, il manque toujours un mouton.
Alors ce qui au départ était un détail dérangeant a véritablement tourné à l'obsession pour certains habitants, pour les habitants du coin notamment, mais pour l'instant personne ne semble avoir trouvé la réponse. Alors, en parlant maintenant de réponse, on va en avoir une très étrange et ténébreuse avec le hameau de Worlin. Worlin, c'est une colonie de pêcheurs entourée par de petits îlots rocheux. Alors ce hameau, il est quasiment impossible à trouver, impossible à remarquer depuis la rivière. Il faut soit savoir qu'il est là, soit tomber dessus par chance, mais entre guillemets, et on va voir pourquoi. On y trouve de nombreux arbres, qu'on appelle les saules de Worlin, qui bordent les rives du Reik sur de vastes kilomètres. Donc nombre d'échanges commerciaux transitent par le hameau de Worlin, mais ne s'y font pas. Tout simplement, les produits sont destinés à des marchés qui seront plus avantageux pour les bénéficiaires. Et étrangement, malgré la profession de bois, profession, je suis bois, je fais arbre, voilà. Malgré la profusion de bois, donc les saules de Worlin n'intéressent pas grand monde. Et ceci est dû à un fait tout simplement terrifiant, que j'ai hésité à faire paraître dans la partie donc, de la vidéo des sites anciens et ruines terrifiantes, mais comme Worlin est un hameau, donc habité par des gens humains, il devait apparaître ici, bien que les bois de Worlin abritent, eux, de dangereux êtres. Alors, pour en revenir aux faits, à Worlin, il existe une tradition terrifiante le jour du festival de Sonsteel. Et lors du festival, le cercle de hameaux, donc c'est-à-dire un conseil d'anciens du hameau, il s'appelle comme ça, donc les hameaux H-A-M-E-A-U-X, donc au pluriel, vont se rassembler pour, selon le terme de la coutume, arroser les saules. Alors cette cérémonie en apparence est anodine, il s'agira de chanter, danser, de festoyer et de trancher la gorge d'un étranger dit viril. Ah oui, tout simplement, ils vont déverser ce sang sur les racines assoiffées de la reine saule, ce qui a pour effet de calmer son appétit sanguinaire, d'où le fait d'arroser les saules. Alors, on raconte que si la cérémonie est accomplie dans les règles, eh bien la reine saule est satisfaite, et elle assurera que le hameau soit en sécurité contre les enfants de la forêt. Alors ce terme « enfant de la forêt » en fait cache une réalité démoniaque, parce qu'on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'elfes, pas d'elfes sylvains du tout. Si la cérémonie en fait n'est pas menée à son terme, la reine saule est en colère et elle réveille ses enfants, et donc ils ne sont en réalité que des hommes bêtes, donc des créatures du chaos. Elle déversera alors un flot hurlant qui sèmera la désolation et la mort sur son passage, ce qui évidemment en fait un haut lieu des forces du chaos. Alors un conseil, si vous n'êtes pas du coin, évitez Worlin, ça rime en plus, et ça pourrait être fatal de passer par là. Alors, ensuite, pour continuer dans les villages avec une mauvaise réputation, au Reikland, on a un village cette fois du nom de Zanstad. Alors à l'ombre des sommets des montagnes, existe un village sous le nom de Zanstad l'isolé, par les habitants du coin, c'est les habitants qui l'appellent comme ça. Zanstad est caché donc du côté de la rive sud de la rivière Moss, dans une sombre vallée. On y trouve des rochers escarpés, c'est le vent de tous les côtés, donc ce qui rajoute un air lugubre à la région. Et, fait qui rajoutera encore de la lugubre à la région, on a le soleil qu'on ne voit quasiment jamais. En été, le soleil se fait extrêmement rare, on ne le voit que pendant 1 heure ou 2 durant la journée, et encore quand il ne se cache pas derrière les falaises le matin et les montagnes durant le reste de la journée. Je suis désolé, j'ai le chat qui bouge à côté, malheureusement. Voilà. Alors en hiver c'est pire, donc aucun rayon de soleil ne viendra réchauffer les habitants. Ils vont rester dans la pénombre et les ténèbres, et chose tout à fait surprenante, les habitants de Zanstad sont connus pour leur caractère joyeux et leur gaieté sans raison apparente, ce qui contraste étrangement avec, on va dire, les environs des lieux. Les étrangers estiment que ce n'est pas normal d'être comme ça, ils racontent que les habitants de Zanstad que leur gaieté est forcée et qu'ils sont en réalité soumis à un sortilège. Alors une autre chose est bizarre dans le village, toutes les maisons ne sont pas peintes de la même couleur, ce qui a pour effet de donner un étrange mélange inharmonieux de couleurs criardes. L'auberge du coin, le soleil capricieux, est beaucoup plus apprécié par les locaux et les étrangers, car le bois qui brûle en permanence dans la cheminée réchauffe les corps et les cœurs, ainsi que les chansons joyeuses
que l'on chante lorsque la nuit tombe. Alors, je vous ai parlé de Worlin et du jour du festival de Sunsteel, et bien à Zanstad, il y a aussi une part d'ombre. Les gens disent que Zanstad a été, mais il n'en est rien, le village l'est toujours, sous l'emprise d'un vampire. Alors c'est vers la fin de la troisième guerre vampire que Janos von Karstein déserta les armées du seigneur vampire Manfred von Karstein. Il passera plusieurs semaines à échapper aux serviteurs envoyés à ses trousses par son maître, pour finalement atterrir à Zanstad, lieu qu'il trouvera parfait pour se cacher, avec son soleil qu'on ne voit jamais. Alors Janos von Karstein se dissimule sous l'auberge du soleil capricieux, dormant dans un cercueil tape à l'œil, impossible à louper d'ailleurs, puisque le cercueil en question est garni de velours, plutôt étrange quand on veut y mettre un mort. Alors chaque soir il vient tenir sa cour dans la taverne parmi les locaux et les étrangers, les forçant par quelques pouvoirs maléfique à chanter de joyeuses chansons de sa Sylvania natale. Alors la rumeur qu'un vampire résiderait à Zanstad n'a pas attiré seulement les chasseurs de vampires. Elle est parvenue jusqu'aux espions de Manfred, qui ordonna que son fils, qu'il considère désormais comme un traître, lui soit amené. Donc Zanstad est doublement dangereux. Dangereux car il vaut mieux conseiller à personne de se rendre dans le coin, entre les chasseurs de vampires et les répurgateurs qui vont se rendre sur les lieux pour débusquer le vampire et le tuer, et les agents de Manfred, eh bien on risque soit de finir sur un bûcher, soit d'y perdre son âme. Et les âmes décident parfois de rester dans d'étranges lieux de ce monde. De sombres légendes pullulent sur ce genre de lieux que sont les sites anciens et les ruines terrifiantes. Donc ce sont les derniers types de lieux qu'on visitera dans notre voyage aujourd'hui. Alors nous l'avons dit auparavant, croire que chaque lieu de l'Empire est sécurisé est une absurdité, on l'a vu à travers notre récit. Même si l'armée Reiklander essaie de protéger sa province du mieux qu'elle peut, il y a certains mal malheureusement qu'elle ne peut pas empêcher. L'histoire du Reikland est longue et ponctuée de nombreux événements sanglants comme la Grande Guerre contre le chaos notamment. Et dans les lieux que vous visiterez, n'hésitez pas à fouiller, que ce soit dans le Reikland ou dans tout l'Empire, mais le Reikland aussi, n'hésitez pas à fouiller les environs pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'étranges ruines avant d'installer votre campement. Parce que si c'est le cas et que vous décidez quand même de vous installer à cet endroit, eh bien il y a fort à parier que la nuit que vous allez passer, la nuit qui s'annonce, risque d'être la dernière de votre vie. Donc le voyageur et la voyageuse sage seront évités de tels lieux. Et on va voir pourquoi tout de suite en commençant par cette liste de sites anciens et de ruines terrifiantes, en commençant par le cercle de pierre noire. Alors on trouve le cercle au nord de Blutrock. Celui est imprégné d'un ancien et terrible pouvoir. C'est un bloc monolithique littéralement qui trône au centre du cercle de pierre. Donc la composition de sa roche n'a pas pu être identifiée et certains individus prétendent qu'elle viendrait de Morslib elle-même. Le monolithe, on fait simple, c'est un autel de sacrifice. Donc on le voit parce qu'il est recouvert du sang d'innombrables innocents, donc qui ont été tués lors de sombres cérémonies qui durent depuis des millénaires. Les voyageurs sont attirés par ce lieu de par les légendes d'artefacts perdus et de pouvoirs mystiques qu'ils pourraient y trouver, mais même les apparitions régulières et ténébreuses de cultistes et d'hommes bêtes ne dissuadent pas certains individus de s'y rendre. Et enfin, dans les lieux légendaires et dangereux, on trouve aussi le château Drakenfels. Alors ce château mériterait un livre à lui tout seul, tellement il est infernal, démoniaque et recèle nombre d'horreurs. D'ailleurs, il y a un livre de JDR qui est justement uniquement sur ça, qui était, je crois, dans la V1, il me semble, la première version. Mais on va la voir de nouveau éditée dans la V4. Alors, telles des griffes tordues et déformées, les 7 tours du château sont comme une injure faite au ciel. De nombreuses fenêtres se trouvent sur chacune d'entre elles, comme un peu des innombrables œils luisants dans la nuit, avertissant le maître des lieux que de pauvres âmes viennent à sa rencontre. Et le maître des lieux n'est autre que le grand enchanteur Constant Drakenfels. Alors attention, grand enchanteur, c'est pas Merlin, c'est-à-dire que c'est un être extrêmement dangereux. C'est un sorcier, nécromant et démonologue. Rien que ça. Donc il a tourmenté nombre d'êtres humains, commis maints crimes et horreurs bien avant l'ère de l'Empire. Et il était déjà
ancien, considéré comme très très vieux, lorsqu'il combattit Sigmar Eldenhammer, donc Sigmar, et que ce dernier sortit vainqueur de la bataille. Donc il est encore plus vieux que Sigmar. Donc Constant Drakenfels n'a pas pour autant été détruit lors de ce combat. C'est un être extrêmement puissant, et même s'il n'a pas été détruit, même s'il a été affaibli, il retourne inlassablement dans son antre, situé dans les montagnes grises. Donc il prépare de nouveaux plans, et il se lie à des pouvoirs toujours plus dangereux et destructeurs. Et de récentes rumeurs signalent que les ruines de Drakenfels seraient de nouveau habitées et que le maître des lieux serait de retour, donc prudence. Un autre lieu dont on sait cette fois qui est le maître mais tout aussi dangereux, Elspire. Alors située dans les montagnes grises, cette sinistre forteresse est taillée à même la roche, et elle surplombe la passe du défilé de l'âge, dont on a parlé à plusieurs reprises dans l'aventure, dans le récit, pardon. Donc certains prétendent qu'elle est abandonnée depuis longtemps et qu'aucun mal ne se cache en ces lieux. Personnellement, je n'en crois rien, certains faits que je vais vous présenter justement expliquent tout à fait l'inverse. Certaines nuits, qui sont propices à la magie noire, on peut comme qui dirait apercevoir d'étranges lueurs éclairer furtivement les remparts de la forteresse. Et on peut alors apercevoir une armée de morts au visage déformé et de chevaliers squelettes chargés en direction des montagnes. Donc les morts l'inspectent de fond en comble, et ce serait une très mauvaise idée de s'y trouver alors qu'ils sont dans les parages. Donc on ne sait pas grand chose de l'histoire de la cime de l'enfer, puisque Spire en anglais ça peut être la flèche, donc la flèche, une cime, et L c'est un jeu de mots, ça s'écrit H-E-L, H-E-L-S-P-I-R-E, donc en fait, mais c'est L, H-E-2-L en anglais, enfer. Donc la cime de l'enfer, la légende rapporte que les salles d'Elspire sont remplies d'or, de rubis et de pierres précieuses. Donc les rares êtres qui ont voulu voir de quoi il en retournait ne sont jamais revenus pour la plupart d'entre eux, et pour une infime partie qui ont eu la chance, si on peut dire ça, de revenir vivants, eh bien ils étaient devenus complètement fous. Donc lorsque le sujet est évoqué, il ne se fait qu'à voix basse. On parle alors d'une cabale de nécromanciens, la crypte d'un vampire, ou l'antre d'une terrible et puissante liche. Mais là où les autres possibilités ne sont que des rumeurs sans fondement, eh bien quelques détails permettent de dresser un portrait de la liche, ce qui fait de cette hypothèse, on va dire, la plus probable. Car on dit que la liche était un sorcier humain qui versait déjà de son vivant dans des arts terribles, et que par certains procédés occultes, lors de la mort, eh bien son âme est restée en ce bas monde pour assouvir une vengeance envers des événements qui eurent lieu des siècles auparavant. Alors, un drôle de lieu dont on ne sait pas s'il est maudit, mais les Reiklanders ont tendance à s'en méfier tout de même, ce sont les pierres chantantes. C'est-à-dire que si vous vous rendez à l'ouest de Skaldenheim, il y a au fond d'une vallée boisée un vieux dolmen. Et ces pierres sont tellement vieilles que personne n'arrive à les dater, mais ne connaissent pas non plus leur fonctionnement. Alors là où l'histoire devient étrange, c'est que lorsque le vent d'ouest du Wasteland souffle, on peut entendre un gémissement étrange, comme une plainte, venant des menhirs. Alors certaines personnes prétendent que si on écoute le chant des pierres, on peut voir des problèmes dans sa vie se résoudre ou devenir empli de sagesse. Mais d'autres individus disent complètement l'inverse, ils disent que justement dire de telles choses c'est de l'hérésie et que rien de bon n'est jamais sorti des pierres au fond de ce bois. Et donc, on va terminer ce voyage par un lieu plus joyeux qui s'appelle la Loreley. Alors si vous souhaitez voir un endroit magnifique, avec une vue à couper le souffle, c'est le lieu auquel il faut vous rendre, la Loreley. Donc c'est une immense formation rocheuse que vous pouvez trouver au centre du Reich, pour être exact à une quarantaine de kilomètres en aval de Grissenwald. Donc la fameuse forêt, vous savez, où on trouve sorcières, tribus mutantes. Donc ne vous trompez pas avec cet endroit, la Loreley ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des bois morts, c'est complètement autre chose. Voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. Entre ces deux lieux. Donc, magnifique, lieu magnifique, vue à couper le souffle, etc. Et dans ce lieu de la Loreley, qui est magnifique, il y a une légende d'une femme elfe, qui serait vierge, gracieuse et fort belle, qui nage dans les eaux rapides de la Loreley à l'aube et au crépuscule. Alors là, certains, peut-être qui connaissent un petit peu mieux l'univers, y verront un rapport avec la Dame du Lac, notamment pour la Bretonie.
Peut-être qu'il y aurait une légende similaire comme ça au sein de l'Empire. Donc il est devenu le lieu pour les Reiklanders fortunés, lieu d'enterrement de vie de garçons Taalites avant leur mariage, donc avant de se dédier au dieu Tal. On trouve d'ailleurs pour cette raison un nombre incroyable d'auberges de très haute qualité dans les parages. Alors la Vierge chantante des eaux est aussi très répandue parmi les marins Reiklanders qui travaillent sur le fleuve. Et si on en croit leur bonne foi, la moitié d'entre eux l'auraient déjà aperçu. Alors la légende ne nous dit pas si c'est vraiment une elfe qui se baigne dans ces eaux ou un autre type d'être, car on sait très bien parfois que certaines légendes dans l'Empire sont enrobées de superstitions et une tendance à être romancées, romantiques, hein, voilà, par les habitants du Reikland, sur des faits qui ne le sont pas du tout, alors que ça pourrait être une vampire qui rôde dans la Loreley. On ne sait pas vraiment, ils disent qu'ils l'ont aperçu, mais personne n'a jamais vraiment discuté avec. Donc, mais comme aucune disparition n'est à déplorer suite à ces rencontres, eh bien ce pourrait être un fait tout à fait bénéfique a priori, rien n'indique l'inverse. Voilà. Donc on est arrivé au terme de ce voyage, hein, donc à travers l'Empire. Alors cela ne veut pas dire du tout que nous avons exploré l'ensemble du Reikland. Loin de là, on a dressé donc un premier voyage, un premier portrait. Là encore, il y a plein de lieux à visiter, de légendes à raconter, et certains endroits seront encore amicaux, voire d'autres complètement dangereux. Mais j'espère en tout cas, voilà, je devais vous sortir cette vidéo sur le Reikland, en version un petit peu livre audio, vous savez, avec les illustrations, tout ça, mais vous savez de quoi je parle. Malheureusement, je l'avais enregistré déjà 5-6 fois, je n'y suis pas arrivé. Ma voix ne me plaisait pas sur ce type d'enregistrement. Des fois, je pense que je suis meilleur à faire, en toute humilité, hein, meilleur à faire certaines voix un peu obscures, un peu, voilà, comme c'était le cas sur Lost Emerald, par exemple. Et donc tout au long du récit, au début je fais une voix plus ou moins normale, et puis après une voix plus d'outre-tombe, donc je m'éclate plus à faire ce genre de truc là, et j'ai l'impression d'être meilleur là-dedans, donc ma voix ne me plaisait pas, donc j'ai voulu vous l'enregistrer quand même en ce format, puisque je vous avais promis la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera plu, normalement vous allez avoir d'autres arrivées prochainement, et dorénavant, ça sera le format principal. J'aurais peut-être dû annoncer ça en début de vidéo, mais ça sera le format principal. Je le réannoncerai dans une prochaine vidéo de ce type. Donc dorénavant, le format principal, ça sera ce format-là que vous voyez, donc face caméra, etc., en train de discuter, tout ça. Et par contre, vous allez voir que quand vraiment je me sens de le faire, ou que je peux le faire, etc. au niveau de la voix, je vous ferai la version que vous connaissez, donc les deux versions de Lost Emerald, face caméra et là la discussion comme on l'a fait, soit vraiment de suivre un récit à travers une aventure que j'ai écrite. Là dans tous les cas, tous les faits que je vous propose ne sont pas juste tirés du livre, j'ai dû absolument tous les réécrire et les orienter pour pas avoir de problème de copyright non plus. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi avec moi en tout cas cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura fait plaisir, que vous connaissiez l'univers Warhammer ou pas, en tout cas il y a des tas de choses encore à dire, c'est pas les sujets qui manquent et normalement vous devriez voir arriver les prochaines vidéos sur les sujets dans les jours qui arrivent. Donc patience, et d'ici là portez-vous bien, je vous remercie, à bientôt.